Bonjour à tous. Donc effectivement, les reprises de prothèses de hanche, on le sait, c'est une chirurgie à haut risque de complications, donc risquée pour le patient, mais aussi risquée pour le chirurgien, car ce type d'intervention, comme on va le voir, est sujet à de nombreuses mises en cause, qu'elles soient justifiées ou non justifiées, ou parfois à titre systématique, parce que l'expert a besoin d'avoir un dossier complet pour rendre son avis le plus pertinent possible. Ainsi, nous nous devons d'avoir une stratégie chirurgicale validée, tracée, et prendre certaines précautions médico-légales pour garder notre sérénité. Je vais vous parler très rapidement d'une étude que nous avons faite à la MA-CSF entre 2016 et 2020 sur la sinistralité des chirurgiens orthopédistes, près de 1400 sinistres. 321 concernaient la hanche, 294 un problème d'arthroplastie, et sur ces 294, 221 reprises. Ces chiffres, ces nombres sont assez impressionnants car comparés au quotidien, à savoir plus de 100 000 prothèses versus, je ne connais pas les chiffres de reprise de prothèses, mais nettement moindres, là on voit que la cause numéro 1 de plainte pour la chirurgie de la hanche, c'est la reprise de prothèse. Les motifs de reprise, c'est aussi intéressant car majoritairement dans notre quotidien, on reprend des prothèses qui sont usées, ou qui sont décellés, qui ont fait leur temps, mais parfois, d'autres situations se présentent à nous, les infections, les inégalités de longueur, les douleurs post-opératoires sur défaut de positionnement, les ruptures d'implants, les luxations de prothèses. Et quand vous regardez les causes de reprise qui sont sujets à des plaintes postérieurement, eh bien vous voyez que le patient est déjà dans une situation d'insécurité, une situation où il est vulnérable et où il a déjà perdu confiance quelque part vis-à-vis du corps médical car il est en situation d'échec. Le décèlement prothétique et l'usure prothétique non septique arrivent beaucoup plus tardivement que l'infection, inégalité de longueur et autres que je viens de citer. Donc, 321 concernent une sinistralité de hanche, 321 plaintes, 221 plaintes pour des reprises et on retiendra 43 dossiers fautifs pour les raisons que nous allons évoquer par la suite. Comme à l'habitude, les avis CCI prédominent car beaucoup plus de plaintes sont déposées en CCI que devant les tribunaux, mais aussi 17 amiables et 6 condamnations judiciaires. Les motifs de condamnation sont les infections pour non-respect des principes de précaution ou mauvaise gestion de l'infection, les luxations, inégalités de longueur, pseudarthrose, décèlement, débricolage pour insuffisance technique lorsqu'elle existe, et enfin le défaut d'impréparation, c'est-à-dire ne pas avoir informé correctement son patient que des complications pouvaient survenir, et erreur de côté et rupture d'implant. Voici quelques exemples très rapidement qui va dans la suite de la problématique des comptes rendus opératoires imparfaits. Il s'agit d'une reprise chirurgicale pour faillite de la tête céramique, donc c'est une urgence. On dispose d'un compte rendu opératoire de la prothèse posée il y a quelques années, mais on n'a pas la taille des implants. On a le nom du fabricant, impossible de joindre le chirurgien. Le chirurgien, donc, qui doit gérer cette faillite de céramique, va se rapprocher du fabricant. Le fabricant va le rassurer, va lui dire « Oh, en 2018, c'était que des billes 32, allez-y, avec une bille 32, vous serez tranquille. » Et il va donc réaliser un changement de prothèse avec une bille 32 posée à la place d'une bille 28. Reprise un an plus tard, devant un mauvais résultat attendu. L'expert va retenir un défaut de préparation, il fallait récupérer la traçabilité des implants, un défaut dans la réalisation avec l'ignorance de la mauvaise taille posée et un défaut de réactivité devant une tête qui n'était pas parfaitement en place dans son cotyle en post-opératoire. Il aurait dû réaliser une reprise beaucoup plus précoce. Un décèlement cotyloïdien à 2 ans de la pose, bilan biologique normal. Le chirurgien se dit, bon, c'est un problème de cimentation, on le reprend, il change le cotyle, il fait 5 prélèvements bactériologiques à visée systématique. Ces prélèvements vont revenir positifs à Propionibacterium acnes AJ5. Il va lancer une antibiothérapie, l'infection va perdurer, reprise chirurgicale en CHU.
l'expert va estimer qu'il y a un défaut de réflexion. Le diagnostic de décèlement cotyloïdien est là, mais pourquoi ce cotyle est-il décellé? Et naturellement, ne pas avoir éliminé de façon maximaliste une infection avant d'intervenir. La problématique de l'antibiothérapie post-opératoire dont je parlerai tout à l'heure lorsque l'on fait des prélèvements à viser à la recherche d'une infection. Et enfin, le défaut de réactivité, car il y a eu un changement unipolaire, il y a une infection, il s'agit d'une infection chronique, on sait pertinemment que des antibiotiques ne suffiront pas. Enfin, un dernier dossier, une luxation de prothèse sur un implant fémoral rétroversé. Donc, à l'évidence, nous étions là pour assister le chirurgien qui avait posé cette prothèse. À l'évidence, l'implant fémoral n'était pas très bien posé. Le patient perd confiance, voit un autre chirurgien qui, dans une ambiance très peu déontologique, le conquis, mais il y a aussi le confrère en deux mots, pose l'indication d'une reprise chirurgicale. Il surviendra en péropératoire une fracture de fémur, mais le chirurgien n'a pas vérifié qu'il avait bien des tiges longues à disposition. Donc, l'implant fémoral est commandé et la repose secondaire de l'implant fémoral se fera quelques jours plus tard. Le patient va déposer plainte. En toute honnêteté, on explique effectivement que l'implant fémoral n'est pas bien positionné, qu'il s'agit d'une insuffisance technique et que nous assumons les conséquences, mais néanmoins, on n'assume pas les conséquences d'une chirurgie en deux temps, faite par le second chirurgien, et on va l'inviter à participer à une nouvelle réunion, ce que l'expert acceptera volontiers. Ainsi, l'expert retiendra donc vis-à-vis du premier opérateur un défaut de pose et vis-à-vis du second opérateur un défaut de préparation lors de la reprise chirurgicale. Quelques règles de bonne pratique, souvent des notions que vous avez, mais je pense qu'il est toujours intéressant de les souligner. Les indications opératoires doivent être justifiées, documentées, étoffées avec de l'appareil clinique, avec d'autres avis pris. Il faut qu'elles soient tracées. Il faut qu'on ait, pour confirmer aux experts qu'il y a eu une indication justifiée, qu'elle soit tracée sur la réflexion qu'il y a eu en préopératoire. Il faut que cette stratégie médicale soit elle aussi tracée, avec noter les discussions qu'il y a eu. On a été voir le professeur Fessy pour lui demander son avis et pas dire « mais j'ai eu le docteur Fessy au téléphone ». Les paroles n'ont aucune valeur, seuls les écrits en ont. Et une information tracée qui, 1, ne promet pas de miracle, 2, naturellement, fait état des risques opératoires, et 3, fait état des alternatives thérapeutiques, des différentes techniques. Maintenant, il faut expliquer aux patients pourquoi on décide cette voie d'abord plutôt que l'autre, pourquoi on va lui mettre une prothèse à double mobilité et pas une prothèse rétentive ou inversement, car cela risque de nous être reproché et nous est reproché en expertise quand il n'y a pas d'autres manquements à retenir. La problématique de l'antibioprophylaxie, antibiothérapie. L'antibioprophylaxie, quelle molécule? Chirurgie prévue de plus de 4 heures, prévenir l'anesthésiste qu'il y aura une réinjection à faire. Si on fait des prélèvements, il faut alors partir vers une antibiothérapie de principe. C'est ce que condamnent les infectiologues en expertise lorsqu'il y a des prélèvements qui sont faits en péropératoire et qu'il n'y a pas d'antibiotique en post-opératoire immédiat. Ils estiment que s'il y a infection, l'antibiothérapie post-opératoire immédiate est primordiale pour l'efficacité de la thérapeutique. Donc si on fait des prélèvements, on a peur d'une infection. Si on a peur d'une infection, on traite comme tel tant qu'on n'a pas récupéré les résultats. Les prélèvements bactériologiques, on en fait ou on n'en fait pas. Si on en fait 5. On en fait 5, mais pas 5 de liquide articulaire. On fait des prélèvements osseux, des prélèvements de capsules, des prélèvements à un morceau de ciment. Il faut avoir des prélèvements un peu partout pour pouvoir éliminer les faux positifs. L'antibiothérapie post-op dont je viens de parler dès lors qu'il y a eu des prélèvements, et quand on a des prélèvements qui reviennent positifs, un avis infectiologique est de rigueur. La radiographie de contrôle post-opératoire, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand il y a un défaut de pose évident, il ne faut pas faire la politique de l'autruche en se disant ça va passer. Il faut reprendre ce patient et si on n'a pas les moyens techniques de le reprendre, ne pas hésiter à passer la main. Enfin, le compte-rendu opératoire, effectivement, il a une importance primordiale. Et le compte-rendu opératoire, il est fait quand on est à proximité de la chirurgie. On ne se souvient pas forcément de la taille de l'implant 2 jours plus tard.
En post-opératoire immédiat, on sait sur quel moment de la chirurgie on a sué. Il est important de le marquer car les experts sont avant tout des chirurgiens. Ils en ont sué eux aussi. Ils ont eu aussi des accidents médicaux. Et si c'est tracé, eh bien, ce n'est pas reproché d'avoir une complication, de casser le fémur ou autre. Après le compte-rendu opératoire, il y a le compte-rendu au patient. Le compte-rendu au patient, il faut surtout rester humble et confraternel car c'est lorsque le patient se réveille que les complications arrivent. Pensez à récupérer les prélèvements. Prélèvements, je ne suis pas inquiet, mais j'en fais quand même, j'en ai fait 5 et on les oublie. Ils reviennent positifs par fax et personne n'est au courant et le patient repart avec son infection. Attention aux échanges numériques, l'ère des SMS, des mails faussement rassurants. Ne pas hésiter quand il y a une plainte orale, une doléance du patient, à le reconvoquer. Ne pas oublier une déclaration de matériaux-vigilance lorsqu'il y a une faillite de matériel. Et ne pas confondre hospitalisation courte et hospitalisation trop raccourcie. On garde son patient le temps qu'il faut le garder et on sait passer la main si ça va mal et qu'on n'a plus les moyens de le gérer. En conclusion, une chirurgie qui doit être extrêmement bien préparée, extrêmement bien tracée, avis collégial, plateau technique élargi qui prévoit la gestion de toute complication péropératoire, le tout avec une traçabilité exemplaire. Je vous remercie.